Bonjour à tous. On m'avait annoncé qu'il y aurait un jingle avec plein de musique, les logos des sponsors et qu'il fallait qu'on rentre après. Donc on tapait la discute à côté en attendant le jingle. Mais en fait, comme il n'y a pas de jingle, finalement, on y va. Je m'appelle Elisabeth Laville. J'ai créé il y a 23 ans un cabinet qui fait du conseil en développement durable qui s'appelle Utopie. Et il y a une petite dizaine d'années, un site qui est spécialisé sur la consommation responsable qui s'appelle Mes courses pour la planète. Je vais avoir le plaisir d'animer aujourd'hui cette table ronde sur le thème « Alimentation pour d'autres climats dans nos assiettes ». Pour introduire nos échanges et les intervenants, je voudrais juste partager avec vous quelques petites réflexions que j'ai notées ce matin en réfléchissant à ce que j'allais vous dire en intro. Pendant des siècles, notre alimentation a dépendu fondamentalement de deux énergies, l'énergie du soleil d'une part et l'énergie humaine d'autre part. Ça a changé considérablement, comme ça n'a pas pu vous échapper, au cours du XXe siècle. Et notre agriculture comme notre alimentation sont aujourd'hui de plus en plus dépendantes des énergies fossiles. Un petit chiffre pour l'illustrer, dans les années 40, on obtenait 2,3 calories alimentaires avec 1 calorie pétrole. Aujourd'hui, il faut 10 calories pétrole pour produire une seule calorie alimentaire, ce qui amène certains à dire qu'il y a plus de pétrole que de jambon dans une pizza surgelée. Si on y songe, cette dépendance au pétrole est finalement assez curieuse, puisque fondamentalement, l'alimentation est la façon dont les espèces qui composent la chaîne alimentaire se transmettent l'énergie du soleil, dans un contexte où seuls les végétaux sont capables de capter par la photosynthèse l'énergie du soleil et de la transformer. Si on y songe encore, c'est également très curieux que ces questions d'agriculture et d'alimentation, dont je rappelle qu'elles représentent à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ne soient pas, à part dans un préambule vaguement évoqué, à l'ordre du jour des négociations climatiques qui se jouent pas très loin d'ici en ce moment, dans la COP21 donc. COP21 où on continue par ailleurs, il faut quand même le rappeler, à calculer les émissions d'un pays uniquement en fonction de ce qui est produit, en oubliant de prendre en compte ce qui est consommé. C'est évidemment un peu à l'avantage des pays occidentaux et des pays en désindustrialisation comme la France. Mais vous savez quand même que pour un pays comme la France, justement, ce que j'appelle ces omissions de CO2, les émissions liées à notre consommation, représentent quand même 41% de nos émissions globales. Évidemment, le problème, c'est que tant qu'on pose pas bien le problème, à mon avis, on n'est pas prêt de le résoudre. Cela dit, l'alimentation n'a pas d'impact que sur le climat au sens COP21 du terme. Il y a quelques années, en 2008, Michael Pollan, qui est l'éditorialiste du New York Times spécialisé sur l'alimentation, avait fait une tribune à l'attention du futur président des États-Unis. C'était en amont de la première élection de Barack Obama. Et il avait introduit cette tribune qui s'appelle Farmer in Chief, que vous trouvez encore sur le web, en rappelant que c'était quand même étonnant que l'alimentation soit totalement absente de la campagne présidentielle, dans un contexte où elle était en réalité totalement déterminante sur une série d'autres sujets qui, eux, par contre, étaient au cœur des débats, la santé, l'énergie et le climat, l'aménagement du territoire, l'emploi, etc. Je vous parle de c'est 2008, c'est pas si vieux, mais c'est quand même une époque où, même en France, il faut le rappeler, nous n'avions pas de politique nationale sur l'alimentation. Je vous rappelle que la première politique nationale de l'alimentation en France date de 2010. Et on a bien vu justement cette année, notamment chez nous, combien l'alimentation est déterminante pour le climat au sens COP21 du terme, mais aussi pour tous les climats, pour reprendre le titre de ce Parlement des entrepreneurs d'avenir, avec beaucoup d'enjeux qui se jouent en parallèle et qui renforcent la valeur potentielle d'une alimentation qui serait plus durable demain. Il y a l'enjeu des gaz à effet de serre, j'en ai parlé, l'enjeu du climat social, on en reparlera, on l'a vu cet été avec la crise de l'élevage, l'enjeu du climat sanitaire, puisque évidemment l'alimentation a un impact direct sur notre santé, à la fois individuellement quand on mange, mais également de manière collective. Je vous rappelle qu'en France, 93% des cours d'eau aujourd'hui sont pollués, sont touchés par la pollution aux pesticides. Un autre enjeu, un autre climat, c'est le climat de confiance ou de méfiance d'ailleurs, ou de défiance, entre les entreprises du secteur agroalimentaire et les consommateurs, lequel climat est évidemment affecté par les scandales alimentaires qui se succèdent. Cette année, début 2015, je crois qu'on avait un taux selon l'Association nationale des industries agroalimentaires, 55% des Français, on pourrait dire c'est beaucoup, l'ANIA dit c'est beaucoup, moi je trouve que c'est quand même assez peu en fait, font confiance aux entreprises du secteur, ce qui a amené d'ailleurs l'ANIA à lancer, vous avez peut-être vu ces dernières semaines, une grande consultation citoyenne sur l'alimentation. Enfin, et sans doute aussi dans un contexte que justement l'ANIA et les acteurs de l'alimentation qualifient de food bashing, où on attaque beaucoup les industriels, notamment de l'agroalimentaire, il y a aussi sans doute l'enjeu du climat interne dans les entreprises du secteur,
qui se joue, parce qu'on sait aujourd'hui, et notamment que les générations Y, qui sont les dirigeants de demain, mais aussi les consommateurs d'aujourd'hui, 80% de ces générations Y attendent d'une entreprise qu'elle s'engage sur les enjeux sociétaux et environnementaux. À la fois, ils attendent ça des entreprises dont ils consomment les produits et ils attendent ça aussi des entreprises dans lesquelles ils envisagent de travailler ou dans lesquelles ils travaillent déjà. La bonne nouvelle, c'est que finalement, toutes ces façons de regarder notre système alimentaire, en réalité, nous invitent à le réinventer, puisque quel que soit le climat qu'on regarde, ça marche pas top. L'autre bonne nouvelle, c'est que cette révolution, même si elle n'est pas dans les négociations climatiques de la COP21, de toute façon, elle est déjà en marche, sur le terrain, dans les assiettes. C'est une révolution qui se fait au bout des fourches, au bout des fourchettes, avec les circuits courts, le goût pour les aliments locaux, le bio, l'essor du vrac, on en parlera, le retour à une cuisine maison, l'essor des cours de cuisine, la diminution de la part des protéines animales, etc., etc. Pour en parler, on a avec nous dans cette table ronde 3 patrons de 3 entreprises qui participent déjà, chacune à leur façon, à cette révolution et qui vont nous dire ce qu'eux font pour faire changer tous les climats dans nos assiettes et puis comment ils nous invitent aussi à participer à cette révolution. Je vais les présenter rapidement et puis ensuite je leur donnerai la parole. Claude Gruffat est président de Biocop. Charles Kloboukov, qui a enlevé son écharpe, dommage, est président et fondateur de Léa Nature. Et Grégoire Gonner, à ma droite, est président de Fleury-Michon. Je vais leur donner la parole. On a aussi 4 entrepreneurs d'avenir dans la salle qui, eux aussi, sur le terrain, à leur façon, sont en train de changer, de révolutionner l'alimentation. Je leur donnerai la parole ensuite. Et puis, on gardera un moment pour vous donner la parole, parce qu'après tout, c'est vous et nous qui mangeons au bout du compte. Claude, on va commencer par toi. Je vais être embêtée parce qu'il y en a que je tutoie et d'autres que je vous vois. Alors du coup, je ne sais pas si je passe tout le monde au tutoiement, pardon Grégoire, ou si je passe tout le monde au vouvoiement. On va commencer par toi quand même. Biocop est une coopérative de producteurs, consommateurs et commerçants indépendants qui aura 30 ans l'an prochain. J'ai réalisé ça en préparant le débat. 340 magasins, 25 nouveaux magasins par an de ces dernières années. Je parlais de l'essor du bio tout à l'heure. Vous êtes encore aujourd'hui leader du bio. Quel est ton regard justement sur ce lien entre alimentation et climat au sens COP21, mais climat au sens large? Merci Elisabeth. Bonjour à tous et à toutes. Alors pour introduire mon propos, je vais un petit peu présenter la structuration de Biocop dans sa façon de travailler et comment on a construit ce qu'on est devenu en fait aujourd'hui. Donc Biocop, c'est un réseau coopératif d'acteurs en bio, j'aime bien le présenter comme ça, qui porte un projet politique et une proposition cohérente à la société civile. Et ce projet, il est porté sur 2 axes depuis 30 ans, depuis qu'on existe, même avant, puisqu'il y avait déjà un mouvement antérieurement à ce moment-là. Et ces 2 axes, c'est le développement de la bio en France, pour les questions de proximité, et le développement de la consommation responsable aussi en France. Donc ça, c'est le projet initiateur de Biocop. C'est sur cette base-là que ça s'est construit et qui n'a pas changé depuis 30 ans. Ce projet est né d'une révolte, en fait. Une révolte contre l'agriculture productiviste d'une part et contre le consumérisme gaspilleur d'autre part. Et ces mouvements-là étaient nés à l'après-guerre, donc sont arrivés dans les années 60-70. Et c'est pour contester ce monde naissant que des gens se sont levés à l'époque et ont cherché d'autres façons d'envisager l'avenir que celui qu'on connaît aujourd'hui. La finalité de Biocop, ce n'est pas le magasin, ce n'est pas la coopérative tête de réseau. La finalité de Biocop, c'est de proposer un modèle de transition vers une consommation plus responsable, en polluant moins côté amont, donc un choix d'agriculture, en produisant moins de déchets côté aval, donc chez les consommateurs, et en favorisant l'économie circulaire, que je mets en opposition à l'économie linéaire, celle qui prélève des richesses, transforme des biens, jette les biens. Donc l'économie circulaire, c'est celle qui fait que à chaque étape, le déchet de quelqu'un est la matière première du suivant, et ainsi de suite, et on a une économie beaucoup plus vertueuse, évidemment. Et en favorisant l'économie circulaire et en relocalisant une économie de besoin, j'insiste beaucoup sur l'économie de besoin, qui est au service de l'humanité. Pour cela, notre gouvernance est plurielle. On a 4 familles d'acteurs dans la coopérative, ce qui est assez atypique. Et ces acteurs, c'est des paysans, c'est des commerçants, des magasins, des salariés qui s'associent, et puis des associations de consommateurs. Alors, ce qui est atypique là-dedans, c'est quoi? C'est que de mettre à la tête d'une entreprise des gens qui ont des intérêts par nature divergents, c'est pas toujours simple à gérer.
des paysans et des commerçants. Et c'est ça qui fait le challenge. Et pourquoi ces gens se sont mis ensemble? C'est parce qu'ils ont une vision de long terme commune et qu'ils sont d'accord sur un objectif à atteindre ensemble, et donc de faire le chemin nécessaire pour pouvoir y parvenir. Et cette représentation, elle est jusqu'au conseil d'administration, c'est-à-dire qu'elle est vraiment complète dans l'ensemble de la gouvernance de la coopérative. Pour arriver à la construction qu'on a fait, on s'est fondé sur des valeurs, et elles ne sont pas nombreuses, elles sont au nombre de 3, mais elles sont clés dans notre fonctionnement. J'ai les valeurs fondatrices de départ. La première, c'est la coopération. La coopération, c'est mettre les acteurs en coopération par opposition à la compétition. Mettre en compétition, c'est j'ai besoin de 250 tonnes de tournesol, je vais sur le marché, combien vous me les faites, tu me les fais combien, tu me les fais combien, et on fait de l'économie dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on fait de la déconstruction économique, alors que là, on met les gens ensemble pour qu'ils soient capables de répondre à des besoins ensemble et d'une manière préparée. Toutes nos décisions sont collégiales, c'est le principe d'une coopérative. Les sociétaires sont un homme, une voix et les décisions sont collégiales. Et la démocratie participative est inscrite dans les statuts et fonctionne. Et on a mis en place des outils, on pourra revenir dessus, pour que ça fonctionne réellement. On sait bien que dans les grosses coopératives qui ont vécu, et notamment à travers l'agriculture, mais il y en a d'autres, ce que sont devenues les coopératives et le principe coopératif, nous, on a fait en sorte qu'on évite les déviations et qu'on fasse que le principe reste vraiment vivant tout au long du parcours. La deuxième valeur, c'est l'équité, au sens commerce équitable du terme, au sens valeur ajoutée du terme. Et on en a fait un principe tellement important qu'aujourd'hui, 24% de notre activité sont du commerce équitable. Personne ne peut annoncer un chiffre comme ça autour de nous. C'est quelque chose qui s'est vraiment construit sur la durée, c'est vraiment une valeur qui est importante. Et on a fait naître le commerce équitable dit Nord-Nord, qu'on préfère appeler maintenant tout simplement le commerce équitable, parce qu'il n'y a pas raison qu'il y en ait un au nord, un au sud. En fait, c'est une notion globale qui doit se rencontrer. La recherche du juste prix aux producteurs comme aux consommateurs, et le juste prix, ce n'est pas le prix le plus bas. C'est surtout pas le prix le plus bas. Le juste prix, c'est un prix qui se construit, et un prix spéculatif, par contre, est quelque chose qui se prélève. Et on n'est plus du tout dans la même énergie, on n'est plus du tout dans la même pensée quand on est d'un côté ou quand on est de l'autre. Et la troisième valeur, c'est la transparence, c'est-à-dire annoncer à l'avance ce dont on va avoir besoin pour que l'autre se prépare à pouvoir y répondre. Ça, c'est fondamental aussi. C'est-à-dire que dire à des producteurs « notre évolution, c'est ça, et nos besoins vont progresser de temps sur les 5 ans qui viennent », leur permet, d'accueillir des nouveaux producteurs dans leur groupement, donc de convertir des terres. Pour convertir des terres, il faut déjà 2 ans. Donc on ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas d'une semaine sur l'autre. Et de préparer aussi les investissements nécessaires dans les outils de stockage, de transformation, de triage, de nettoyage, etc. Partout où il y en a besoin dans les différents secteurs de l'agriculture. Et ça, c'est une vraie valeur que de raisonner les choses comme ça, parce qu'on construit ensemble et on construit dans la durée quand on raisonne comme ça. Pour moi, c'est le premier acte d'entrepreneur citoyen pour construire une économie cohérente à nos besoins, donc construire une économie durable, responsable et engagée que de se comporter comme ça. Et pour respecter ces valeurs, on a fait des choix importants. Le premier, c'est celui qui nous fonde d'un côté de notre démarche, c'est l'agriculture biologique. Et l'évolution d'un modèle d'agriculture français passé qui, je cite les mots, qu'on se rende bien compte de la démarche dont on est parti depuis les années 60. Au début, on disait les paysans. Après, on a dit les cultivateurs. Après, on a dit les agriculteurs. Après, on a dit les exploitants agricoles. Après, on a dit les agromanagers. Et puis maintenant, on parle d'agromoléculteurs. Donc, rien que cette cascade de langage en dit long sur l'évolution de cette profession qui, aujourd'hui, n'a plus pour objectif de nourrir l'humain, mais bien d'autres choses, même faire du carburant. Donc, surtout quand on manque de surface pour pouvoir ne serait-ce que donner à manger. Donc Biocoop a choisi l'agriculture de biodiversité des territoires, donc celle des paysans, celle d'une bio-paysanne de proximité. C'est les jargons qu'on a chez nous, mais c'est celui qui dit bien ce qu'on veut faire. C'est un modèle agricole qui répond aujourd'hui le mieux aux besoins de rupture avec le mirage d'une agriculture industrielle de compétition née après-guerre, qui répond bien à la qualité nutritionnelle en produits alimentaires, qui est une agriculture dont on peut vivre correctement en tant que professionnel de ce métier-là, qui génère de faibles externalités environnementales. On ne peut pas dire zéro, parce que toute activité génère des externalités, mais en tout cas beaucoup moins que le modèle conventionnel, et qui ne stocke pas des factures non envoyées, archivées pour l'avenir, qui seront celles qui serviront à dépolluer l'air, l'eau, les sols,
et la santé publique. L'agriculture bio gère la terre comme un bien commun qu'elle n'hérite pas de ses parents, mais qu'elle emprunte à ses enfants. Ça aussi, c'est une démarche tout à fait particulière, moi, qui me semble importante. Et puis, on a fait le choix de nos fournisseurs, qui sont des fournisseurs historiques, qui ont l'âme de la bio pionnière du départ. Pourquoi il y en a qui se sont levés pour contester ce qui était en train de naître dans les années 60 ? Une biodiversité des savoirs entre leurs mains, ces fournisseurs et ces fabricants-là, et un avenir qui est conforme aux valeurs qu'on défend. On a fait le choix du 100% bio dans les produits, dans les entreprises, dans les fermes, etc., donc avec le lien au sol, etc. Donc ça aussi, c'est toute une façon d'envisager le modèle avec lequel on travaille. On a fait le choix du commerce équitable, j'ai dit tout à l'heure, c'est un quart de notre activité. Quand un produit peut être bio-équitable chez Biocoop, on le prend et toute la gamme est bio-équitable. On l'a fait pour les bananes, on l'a fait pour le café, on l'a fait pour le sucre, on le fait pour le cacao, etc. C'est des vrais choix. Compliqué pour les magasins de gérer ça, parce que ça veut dire qu'en positionnement concurrentiel, ils sont moins bien placés que ceux qui ne le font pas. Ils sont plus chers. Évidemment, l'équitable est plus cher. Donc, c'est un vrai engagement, il faut le porter, il faut l'expliquer, mais c'est une valeur sur laquelle on ne reviendra pas, évidemment. On a fait le choix du local. Le local, c'est 5500 petits producteurs aujourd'hui qui livrent les magasins Biocoop en direct autour des magasins. C'est une valeur importante, c'est la première clé du cahier des charges que les magasins ont à respecter, c'est d'acheter les produits autour d'eux, autour du magasin. On a fait le choix de biocohérence. C'est quoi? C'est un cahier des charges en bio, mais qui ajoute une partie sociale et environnementale à cette démarche-là. Donc on n'est pas que sur le côté des méthodes de production de la bio, mais aussi si on est sur une autre cohérence. Par exemple, ne pas utiliser de travailleurs détachés, Bolkestein, dans les exploitations avec lesquelles on travaille. Ça, c'est des éléments, ou dans les entreprises avec lesquelles on travaille. C'est des choses qui sont importantes, mais qu'il faut aussi ajouter à la démarche pour lui donner une cohérence encore plus forte. La saisonnalité, qui est quelque chose d'important, c'est un dossier qui est ancien chez Biocoop, mais oui, on n'a pas de tomates à Noël dans les magasins Biocoop. Dommage pour la déco des plats, mais il n'y a pas de tomates à Noël parce que ça ne pousse pas à cette saison-là chez nous. Et toutes les gammes, je ne prends qu'un exemple, mais il y a toutes les gammes qui vont avec. On a fait le choix du vrac, qui pèse aujourd'hui jusqu'à 18% de l'activité des magasins, qui compte de nombreuses références dont le prix peut être jusqu'à 30% moins cher que le même produit conditionné. Ça, c'est un choix qu'on fait parce qu'on veut le porter, on veut le mettre en avant. Donc, on fait en sorte aussi que ce soit un produit d'accessibilité pour le plus grand nombre. On a fait le choix de la biodiversité des espèces, les variétés anciennes, ça vous connaissez, des cépages, des territoires, les semences populations. C'est un sacré travail que de s'engager à ça, parce que ça, ce n'est pas un travail qu'on engage sur 2 ans, c'est un travail qu'on engage sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parce que réhabiliter sur les terroirs des variétés anciennes, c'est un travail extrêmement long. On a fait le choix de l'accessibilité prix, c'est-à-dire qu'il y a des marges qui sont baissées dans les produits pour l'accessibilité au plus grand nombre. Ça, c'est un souhait de Biocoop depuis le début. On a fait le choix du bien-être animal, renforcé dans nos cahiers des charges. On a fait le choix d'un ancrage dans l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des justes prix, je l'ai dit, du commerce équitable, un statut coopératif, des échelles de salaire aussi respectées, qui sont conformes à celles qui sont prônées dans l'ESS. Voilà, tout ça, ce sont des choix qui sont importants. Je vais arrêter là sur les choix parce qu'il y en a encore bien d'autres. Et on assume nos refus, évidemment, on se bat contre les OGM, on se bat contre les pesticides, on se bat contre les adjuvants chimiques alimentaires, même quand ils sont autorisés en bio par le règlement européen, on n'en veut pas, et on amène nos fournisseurs qui nous suivent d'ailleurs là-dessus pour faire en sorte que nos produits soient vraiment 100% bio. On a fait le choix de la pêche responsable, on a fait le choix ou le refus du transport par avion. C'est-à-dire qu'aucun produit n'est transporté par avion, parce que vous savez à quel point c'est un transport qui pèse lourd sur le poids de l'environnement. On a fait le choix de l'hémisphère nord par opposition à l'hémisphère sud. Pourquoi? Parce que c'est plus près. Donc on est attentif aussi sur l'origine de nos matières premières par rapport à ça. On a fait le choix de travailler avec des partenaires qui sont que des partenaires militants. On n'a pas de partenariat d'image, des partenaires militants chez nous qu'on soutient, parce qu'ils défendent une cause qui est la nôtre et qui est proche des partenaires militants, c'est Terre de Liens, c'est Enercoop, c'est Énergie Partagée, c'est le réseau Semences Paysannes, c'est Génération Future, c'est le CRIGEN, etc. Il y en a bien d'autres, je ne peux pas tous les lister là, mais ça aussi, c'est un engagement qu'on prend avec eux de travail en commun. Et puis, quand on a des besoins auxquels on ne trouve pas de solution, on crée nos propres outils, notamment dans nos outils financiers. Et je prends l'exemple de Défi Bio, qui est un outil capital développement, qui sert à quoi? Qui sert à ce qu'on
aide à investir dans les filières, particulièrement en amont, parce que c'est là qu'il y a le plus de besoins, et c'est pour ça qu'on avait créé à l'origine cet outil-là. Faire en sorte de renforcer les capacités de financement dans les filières agricoles pour les permettre de développer et pour permettre d'aller d'un bout à l'autre de la création d'une filière française. Parce que souvent, il manque une brique en cours de route et il fait qu'on ne peut pas aboutir sur un produit fini dans les termes qu'on souhaite et avec les valeurs qu'on souhaite tenir. Donc Biocop, c'est un modèle de distribution qui influence un modèle de production. Un magasin de proximité permet une agriculture de proximité et de diversité. Quand on fait de la production de masse, ou plutôt quand on fait de la distribution de masse, mécaniquement, ça engendre de la production de masse. Quand on est dans une distribution de petite taille à taille humaine de magasins de proximité, ça permet un autre format d'agriculture et donc une agriculture de petites fermes de proximité. Ça laisse la place aux variétés anciennes qui souvent ont du mal à être transportées. On ne peut pas le trouver correctement dans les circuits de distribution de masse. Ça laisse la place à des fermes de 30 vaches. Donc tout ça est bien sûr à milieu des fermes de 1000 vaches. Un modèle de distribution de proximité, de circuit court en kilomètres dans l'assiette du consommateur, mais aussi en circuit court en relations humaines. C'est ça aussi que ça porte, le circuit court. On connaît le producteur, il y a une vraie relation qui s'installe, c'est important. Un système de distribution qui permet de relocaliser de l'économie et de créer de l'emploi, et de dynamiser les territoires. Un modèle qui intègre accueil et conseil en clientèle et qui permet de faire des liens sur toutes les questions qu'on a dans le magasin sur la diététique pour amener les gens à une réflexion aussi sur leur mode alimentaire, donc à les amener à un terme qui est cher à Elisabeth, le flexitarisme, c'est-à-dire le fait de consommer différemment et, si possible, moins de viande. Le choix de cette relation climat permet d'accompagner la recherche des consommateurs, donc d'apporter des réponses. Tous ces choix impactent un changement de climat. C'est évident, on voit bien qu'on pense autrement et qu'on fait autrement dans cette façon de faire. La bio change le climat environnemental par ses pratiques avec tous les acteurs de la chaîne alimentaire, de la fourche à la fourchette. Mais une bio cohérente peut changer d'autres climats. J'en citerai juste quelques-uns. Le climat des relations humaines, la responsabilité du modèle agricole occidental sur les flux migratoires. Or, les flux migratoires liés à la guerre, qui sont quand même bien en partie de notre responsabilité, puisque l'agriculture exportatrice prend des parts de marché locaux des pays du Sud et d'ailleurs. On vend des denrées agricoles subventionnées là-bas qui arrivent moins cher que les productions locales. Ça, il faut que ça change. Ça ne peut plus durer comme ça. Nous avons une consommation de superflu ici. On prend des terres là-bas. Je rappellerai juste 2 chiffres. Sur Terre, aujourd'hui, chaque humain, chaque habitant a droit à peu près 1/3 d'hectares chacun pour assumer les besoins d'une année. Ici, en Europe, on consomme à peu près 1,1 hectare chacun. Donc on voit déjà la part qu'on prend ailleurs pour pouvoir subvenir à cette consommation-là et à ce niveau de vie-là. La vocation première de notre agriculture est de nourrir les hommes d'ici et pas d'exporter, ça je le pense vraiment, ni de faire du PIB, ni de faire du carburant. Donc il faut remettre et redonner à l'agriculture sa destination première et ce à quoi le rôle auquel elle doit contribuer. Une bio cohérente répond positivement évidemment à ce climat de relations humaines. Je parlerai aussi du climat d'une alimentation saine pour tous, une production de masse contrainte d'utiliser des renforts sanitaires, des antibiotiques, tout ce qui concerne la croissance accélérée, les engrais, les pesticides et tous les cides, qui aboutissent aujourd'hui à des productions à forte valeur volume, mais à faible qualité nutritionnelle, destinées à bas coût donc et destinées aux plus démunis. Moi, je pense que tout le monde a le droit à une alimentation de qualité et c'est ce à quoi on cherche à contribuer. En tout cas, le bio cherche à y contribuer et particulièrement chez Biocop avec les façons qu'on a de travailler. Je parlerai aussi de climat économique en agriculture. Et on a eu un événement particulièrement traumatisant cette année avec le gigantesque plan de licenciement qui a été annoncé en avril dernier. Plan de licenciement de 25 éleveurs en France après la levée des quotas laitiers. C'est le plus important que la France ait jamais connu sur une période aussi courte. Pourquoi avoir changé un système qui fonctionnait et qui maintenait de l'emploi agricole et une possibilité d'avoir des fermes de petite taille? Qui a fait cette demande et au profit de qui? Les paysans bio n'étaient pas dans les manifestations l'été dernier. Serait-ce que le climat économique est meilleur chez eux? Moi, je pense en effet que oui.
Et l'installation de jeunes agriculteurs est primordiale pour l'avenir de notre indépendance alimentaire. Il faut qu'on crée les conditions d'installer beaucoup plus de jeunes qu'on en installe aujourd'hui. On est en situation déficitaire dans ce domaine-là. Et je parlerai aussi, et je vais en terminer là-dessus, du climat des échanges financiers. Les marchés financiers jouent en bourse l'alimentation des humains sur la planète. Je demande, moi, la suppression du trading financier sur les matières premières alimentaires dans le monde. Une telle décision sera un véritable pas vers la paix entre les peuples. Je trouve ça absolument scandaleux qu'on se soit autorisé aujourd'hui de jouer comme ça avec l'alimentation de nos frères partout. Il me reste à parler du climat d'un entrepreneuriat coopératif et durable. L'entreprise crée de la richesse et je vais juste prendre un chiffre pour éclairer mon propos. En France, l'entreprise privée change de main en moyenne tous les 7 ans. À chaque vente, évidemment, il y a un prélèvement de richesse qui revient au vendeur. En gouvernance coopérative, il n'y a pas de vente, donc la richesse acquise se cumule indéfiniment. La résilience des coopératives est connue par cet effet. D'ailleurs, c'est comme ça que le mouvement coopératif est arrivé, est né en Angleterre au milieu des années 1800, qui est arrivé en France fin des années 1800, c'était en pleine période de crise, parce que les choses allaient mal. Et c'est ce statut-là qui a permis de dépasser ces choses-là. Je ferai appel à la fameuse génération Y, à celle qui nous succède, une génération Y qui organise sa vie différente de la nôtre. Je vais prendre juste 2-3 éclairages pour en parler. La génération Y parle d'équilibre vie privée, vie professionnelle, dans ses modes de vie. La génération Z, d'ailleurs, elle parle de vie privée et de vie communautaire, on ne parle même plus de vie professionnelle. Dans sa consommation, cette génération parle d'acquérir l'usage d'un bien plus que la propriété d'un bien. On a de multiples exemples, Blablacar, etc., pour avoir des images sur ces mutations et ces mouvements. Dans cette génération Y, il y a aussi probablement et certainement des entrepreneurs qui raisonnent le monde de l'entreprise dans d'autres termes. L'investissement collectif pour une économie de besoins de proximité. Le capitalisme coopératif prend tout à coup un autre sens qui abandonne la spéculation de court terme pour se tourner vers un investissement de long terme sur des projets de long terme. Du coup, ça m'amène ici, dans le cadre de la COP21, à adresser un véritable appel à cette génération pour être les dirigeants des PME de la bio et de l'économie collaborative et des parties prenantes intéressées par le projet social du type de celui de Biocop, mais il y en a bien d'autres. Nous avons des entreprises à reprendre et à diriger demain. On arrive à une période où les pionniers de la bio, et je parle du monde que je connais, mais il y en a d'autres ailleurs, sont dans une étape de transmission. On arrive à un vrai moment clé où on a besoin de nouveaux entrepreneurs pour prendre la relève. La relève d'une multitude d'entreprises qui n'attendent qu'une succession pour se maintenir en unité indépendante avec leur savoir-faire, leurs compétences et leur biodiversité entrepreneuriale qui composent le paysage de l'innovation et de la créativité. Et ça, j'y crois très fort. Nous avons des outils pour accueillir ces nouveaux entrepreneurs-là et je lance un véritable appel et je les attends. Voilà, et pour conclure mon propos, je voulais passer un petit film d'1 minute pour présenter un magasin qu'on a créé, un magasin éphémère qu'on a créé le mois dernier, qui est un magasin 100% vrac et 100% sans emballage. C'est un test que Biocop lance pour voir la réaction des consommateurs face à un autre modèle de mise en marché des produits. Je ne sais pas si on peut le lancer. Si tu es d'accord, Claude, comme on a un tout petit peu dépassé le timing, je te propose qu'on le garde pour tout à l'heure, parce que, sauf erreur de ma part, il ne dure pas 1 mais 4 minutes. Le truc est minuté quand même, un peu, j'ai préparé. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on le garde pour tout à l'heure, parce que c'est une super initiative, le magasin Biocop 21 sur le vrac qu'a fait Biocop pour la COP 21, mais je voudrais juste qu'on garde de la place quand même pour les contributions des uns et des autres. Ce qui est intéressant, merci Claude, déjà. Ce qui est intéressant, évidemment, avec Biocop, et on le voit clairement dans le témoignage de Claude, c'est qu'on a un acteur qui se revendique d'ailleurs comme étant très militant, qui montre la voie à tout le monde, et qui lance des appels, y compris aux générations futures, on l'a compris. Un acteur, d'ailleurs, quand même, il faut le dire, souvent imité, pas souvent et même jamais, à mon avis, égalé. En même temps, si on veut résoudre les problèmes de masse qui se posent autour de ces questions d'agriculture, d'alimentation, on a besoin d'une massification, pas forcément de la production, mais en tout cas une massification des solutions ou d'une multiplication des solutions. Donc tant mieux si certains imitent Biocop, essaient de s'inspirer de ce que fait Biocop, d'abord parce que ça pousse Biocop à faire des choses de plus en plus innovantes, on le verra dans le film,
et puis parce qu'on a besoin de plein d'acteurs proposant des solutions aujourd'hui. Cet enjeu de massification, c'est pour partie, on va le voir au fil des interventions, pose aussi la question de comment est-ce qu'on peut transformer également l'alimentation dans les grandes surfaces, qui est une autre histoire que le système de Biocoop qui a fait des choix assez radicaux. Charles, tu es président et fondateur de Léa Nature, qui est une entreprise qui a été créée en 1993, dont, alors il y a beaucoup de marques en fait dans le groupe, dont une partie des marques, sont, alors elles sont dans l'alimentation, mais pas que. Il y a aussi la cosmétique, l'hygiène, la santé. La plus connue, c'est Jardin Bio, qui pour le coup est dans l'alimentation biologique et vendue en grande surface. Donc une partie des marques, à nouveau pas toutes, sont vendues en grande surface. Quelle est ta vision, alors, et dans la foulée de ce que vient de dire Claude sur le combat d'un acteur comme Biocoop, qui est un acteur très engagé, comment est-ce qu'une entreprise comme la tienne, qui est également très engagée, je rappelle que tu as écrit un livre il y a 2 ans de mémoire qui s'appelle précisément Itinéraire d'un entrepreneur engagé, comment est-ce que ça se passe chez Léa Nature avec du coup un périmètre ou un champ d'intervention qui est plus large que celui de Biocoop et qui intègre les linéaires de la grande distribution? Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, d'abord peut-être repréciser que je suis un entrepreneur parti avec 45 000 euros et que réussir dans les produits bio, c'est possible en autofinançant le développement de l'entreprise. Aujourd'hui, Compagnie Biodiversité, qui est la holding qui réunit entre guillemets Léa Nature, Equibio et Bioléa et des différentes entreprises de transformation des produits bio, ça représente 1200 emplois et 235 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous sommes un groupe familial et indépendant. J'ai une vocation d'entrepreneur initiale qui est venue de mon père magnétiseur et de mes copains de lycée qui voulaient tous être médecins. Mais moi, je ne pouvais pas supporter de disséquer une souris ou tous les actes chirurgicaux. Donc, je me suis détourné de cette voie-là. Et lorsque j'ai voulu démarrer ma vie d'entrepreneur, en fait, j'avais une profession de foi, une envie, c'était de faire des produits naturels bénéfiques pour la santé. Donc je n'ai pas fait du bio tout de suite parce que je ne savais pas encore ce que c'était exactement, même s'il y avait des produits de la vie claire dans les placards de la maison. Et j'ai appris petit à petit. Donc on a commencé par des produits de phytothérapie, par l'automédication familiale, les plantes, les tisanes, et on est venu petit à petit aux produits bio. Donc je ne cherche pas à coller une étiquette de produits bienfaisants sur les produits bio, c'est la recherche des produits bienfaisants qui vont amener aux produits bio. Alors maintenant, fondamentalement, la question que je voudrais poser, c'est pourquoi devons-nous attendre davantage pour nous détourner ou retourner vers une alimentation saine? Quand j'étais sur les bancs du lycée, on disait que l'alimentation représentait 20 à 23% du budget des ménages. Aujourd'hui, il est tombé à 13%. Ça veut dire qu'on a développé la consommation de plein d'autres produits, de services qui sont plus ou moins utiles ou éphémères. Et on a considéré finalement que s'alimenter était un acte fonctionnel et que les incidences, les externalités effectivement sur la nature, sur la pollution des sols, sur le lien social avec des producteurs locaux, sur le lien avec la santé des hommes n'était pas établi. Donc du coup, effectivement, autant consacrer une part raisonnable à ça et puis développer, entre guillemets, les dépenses ailleurs. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, on est depuis quelques années, et c'est effectivement à peu près une grosse génération, dans ce virage-là, et ce virage est probablement en train de s'amplifier. La question que j'ai envie de poser, c'est pour être bien dans son assiette, et savoir ce qu'il y a dedans, doit-on attendre la génération du modèle Apple iPhone 25S qui permettra de scanner en direct tout ce qu'il y a comme nutriments et comme résidus, ou est-ce qu'il faut avant déjà commencer à s'en préoccuper? En tout cas, ça flèche effectivement peut-être la manière de commencer à orienter ses dépenses. Donc effectivement, moi je vais vous proposer de redonner une noblesse plus importante à notre alimentation et par là même aux professions de la terre. Comme on l'a vu hier soir, il y a eu un élan formidable avec des jeunes agriculteurs, entre guillemets, dans le concept Ferme d'avenir, qui ont plein de projets et qui malheureusement n'ont pas assez de moyens. Pour revenir à la thématique qui nous réunit, l'alimentation et l'agriculture représentent à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, à peu près 17 milliards de tonnes.
c'est difficile à imaginer, mais si on le ramène au quotidien de chacun d'entre nous, notre bilan carbone alimentaire, on peut le situer dans une fourchette de 3,8 kg pour des végétariens, à 5 kg pour ceux qui, comme la plupart d'entre nous, prenons un petit peu de tout, et jusqu'à 7,2 kg pour les gros mangeurs de viande. Donc ça veut dire que, quelque part, on peut faire bouger le curseur de 1 à 2, simplement en modifiant un petit peu le contenu de l'assiette. Quand on regarde un petit peu ce qu'on met dans l'assiette, les viandes représentent 52%, donc plus de la moitié en fait des émissions. Et parmi les viandes, vous avez évidemment les ruminants, donc en particulier le bœuf, qui représente, alors suivant les origines, les qualités et les modes d'élevage, entre 20 à 35 kg de carbone au kilo. Pour le porc dont on va parler, on est plutôt à 5 kg, entre 5 et 6 kg, donc 4 à 5 fois moins. Pour le poulet, on est plutôt autour de 3 kg, donc on est à 7 à 8 fois moins, voire 10 fois moins en fonction du type de poulet, parce qu'entre le poulet d'élevage, le poulet fermier et le poulet industriel, il y a vraiment là aussi plusieurs échelles. Et puis pour les poissons, à peu près 2 kg. Donc forcément, on se dit que si on n'agit pas sur cette portion alimentaire-là, on ne va pas diminuer. Et on sait que derrière, l'élevage génère un besoin alimentaire, donc un besoin agricole, et que malheureusement, l'importation des denrées qui nourrissent les animaux, et notamment les bovins, c'est beaucoup de soja qui viennent d'Amérique du Sud, de Chine, de l'autre bout du monde, et que donc forcément ça alourdit encore ce bilan. Les produits laitiers, eux, représentent 15% à peu près de notre émission de carbone. Les fruits et légumes et les légumes secs, les fruits et légumes 15%, avec les préparations végétales mises dedans. Les féculents et les légumes secs 8%, et puis les pâtisseries, là où on se fait plaisir, les desserts, les biscuits, les glaces, etc., à peu près 10%. Donc vous voyez qu'on a finalement 23% seulement de notre alimentation qui est concernée en termes d'émissions de carbone par les végétaux. Or, là, c'est forcément un axe dont on peut se dire qu'il peut être développé. Personne n'ignore aujourd'hui la montée en puissance, entre guillemets, des substituts végétaux. Alors, non pas de passer totalement végétarien, mais d'alterner au fur et à mesure des repas ces modes alimentaires, d'éviter de consommer trop de viande rouge, et puis de trouver dans certaines légumineuses, dans certaines céréales complètes, un équilibre du bol nutritionnel qui permet de compenser un certain nombre de nutriments comme les protéines, comme les fibres, comme les acides aminés qu'on ne retrouve pas effectivement dans les fruits et légumes en général, mais qu'on peut retrouver dans d'autres denrées végétales. Pardon ? Je vous propose de réserver le débat tout à l'heure. Et je étoffer un tout petit peu le propos et je vous donne la parole tout à l'heure, promis. Merci. Donc, voilà, donc aujourd'hui, moi, je ne condamne pas du tout un mode alimentaire par rapport à un autre. Je pointe simplement du doigt la contribution de chaque catégorie. Ce sont des données de l'ADEME, donc je ne les ai pas inventées, elles sont facilement vérifiables. Et je dis simplement qu'en influençant la composition de nos repas ou de nos paniers au marché, on peut réduire assez facilement, de 20 à 40%, l'impact des émissions carbone. Voilà. Alors ensuite, je voudrais vous donner 2-3 éléments de comparaison. Sur des produits qui sont fabriqués en France, 1 kilo de riz de Camargue, c'est 74% de CO2 en moins qu'un riz importé de Thaïlande. 1 kilo de lentilles vertes de Vendée, en l'occurrence que la Cavac produit pour nous, c'est 90% de CO2 de moins qu'une lentille importée de Russie, puisqu'il y a beaucoup de lentilles qui viennent de là-bas, ou 1 kilo de purée de pommes fabriquée dans le Lot-et-Garonne, où nous avons une conserverie, c'est 69% de CO2 en moins qu'une purée de pommes qui vient des Pays-Bas. Donc effectivement, l'origine et le transport des ingrédients, vous le voyez, a une incidence assez majeure sur ce que l'on émet, au-delà du choix des ingrédients proprement dit, parce qu'évidemment, les ingrédients peuvent venir avec la mondialisation d'à peu près partout. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est évidemment, on le voit, de promouvoir quand même un peu plus le végétal, les variétés locales.
On sait qu'une alimentation bio, ça a été établi d'après une étude très sérieuse publiée en 2014 par le British Journal of Nutrition du professeur Lefer, établit de manière assez incontestable que les produits bio ont désormais des teneurs en vitamines, minéraux, oligo-éléments, antioxydants supérieurs pour les produits végétaux aux produits dits conventionnels, et que dans les produits laitiers et dans les viandes, la teneur en oméga 3 est également incontestablement supérieure. Donc au-delà de toutes les autres dimensions, on dispose désormais de données scientifiques qui permettent d'établir une vraie plus-value, au-delà des garanties sécuritaires, Claude en a parlé, que les produits bio apportent, c'est-à-dire une teneur réduite en métaux lourds, en azote, moins 10%, en nitrate, moins 30%, en nitrite, moins 87%. Je ne vais pas multiplier les exemples, mais il y a des données très objectives aujourd'hui sur le risque de retrouver un certain nombre de substances dans les produits bio par rapport à des produits dits conventionnels. Ça ne veut pas dire que les produits bio sont hyper sécurs, parce que c'est une obligation de moyens, ce n'est pas une obligation de résultat, et on ne contrôle pas évidemment la circulation de l'eau, des pluies, etc. Et il nous importe effectivement d'agir justement sur les filières pour que les zones de culture bio, elles soient, entre guillemets, dans des bassins de production qui soient le plus possible protégés des contaminations croisées. Voilà, donc manger sain et manger un peu plus léger en carbone, c'est possible quand on regarde maintenant l'alimentation. Et ce que je voudrais évoquer avec vous, c'est quelques-uns des exemples. Là, je vais en extraire juste sur les grands chapitres de ce que nous, entreprises transformatrices de produits bio, essayons de mettre en œuvre pour contribuer également à améliorer cette situation. Alors, c'est quelque chose dont on a pris conscience il y a à peine une dizaine d'années. Faut être réaliste. On n'avait pas forcément conscience de tous les impacts de tout ça. Donc, on s'est déjà placé dans l'obligation d'être certifié climat par EcoCert, qui a lancé ce label il y a simplement 2 ans. On a été la première entreprise en France à s'imposer cette obligation. Et ça nous oblige à réaliser des bilans carbone, des analyses de cycle de vie et de mesurer les émissions de gaz à effet de serre par kilo de produits vendus par l'entreprise. Donc après, en viennent les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir diminuer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces mesures qui sont faites de manière assez permanente, on arrive à constater qu'entre 2009 et 2014, on a réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 26%, tout en générant une croissance d'activité économique de 70%. Donc c'est possible, et entre guillemets, on est aussi rentable qu'avant. Donc il y a des paris, il y a des barrières à franchir. Elles coûtent souvent la première, la deuxième et la troisième année, mais sur le moyen terme, on peut trouver des retours sur investissement assez rapides, et je vais vous en donner quelques exemples. Alors je vais commencer effectivement sur la logique de fabrication. Le modèle traditionnel avec lequel on vit, c'est de positionner des entrepôts, des industries centralisées, une seule pour l'Europe entière, si possible, qui fabrique des biscuits de telle marque pour toute l'Europe, et sinon au plus près des clients, au plus près des entrepôts des grands clients. Eh bien, nous expérimentons un modèle opposé, c'est de dire nous devons réduire le kilomètre parcouru, donc nous allons au plus près des champs pour installer nos outils de production. Et après, on fait en sorte de limiter le nombre de kilomètres pour aller chez le client et, si possible, d'aller directement au magasin plutôt que de passer par des entrepôts qui seraient à quelques centaines de kilomètres. Ça, c'est la logique de production, évidemment, ce qui favorise le local. Ce n'est pas toujours possible, mais on essaie de le faire au plus possible et avec des sélections variétales, non pas standards ou hybridées, mais si possible, en prenant des sélections variétales de graines adaptées au climat et au sol concernés. Sur la notion de l'emballage, l'émission est de 728 grammes de CO2 par kilo de produits commercialisés par notre entreprise et on le mesure chaque année. Donc c'est devenu un indicateur, autant qu'un indicateur RH ou qu'un indicateur économique, c'est devenu même à la limite presque la cible prioritaire, parce que notre obsession est d'améliorer ce ratio-là tout en étant performant économiquement. L'idée, c'est peut-être aussi à un moment donné de se dire que lorsqu'on travaille dans certains secteurs d'activité qui touchent à la santé humaine, que la performance énergétique, la performance sanitaire sont peut-être prioritaires à la performance économique. Alors, ce n'est pas habituel de le dire quand on est dans l'économie privée, mais moi, j'ai l'ambition de penser que ça fait partie des obligations que nous
entrepreneurs de demain, on doit se créer et on doit pouvoir afficher en pleine transparence, d'autant plus que demain, avec les technologies de l'information, non seulement vous achèterez un produit, mais vous achèterez une entreprise et le comportement d'une entreprise, et que vous devrez avoir accès à ce type d'informations. Donc 97% d'emballages recyclés ou recyclables, c'est ce que l'on cherche. Mon rêve, c'est d'avoir une entreprise sans pétrochimie demain. Dans les activités cosmétiques, mesdames, c'est encore un peu compliqué. Donc on utilise des flacons PET 100% recyclés, par exemple, dans les produits d'hygiène. Mais pour les pots de crème, pour les tubes, on n'y est pas encore. On y travaille. On voudrait bien tout passer en plastique végétal et on fait pression sur les industries intermédiaires pour y arriver. Parce que ça permettra, si possible, d'aller vers l'emballage totalement compostable, qui est un peu l'utopie qu'on peut formuler. On y est arrivé avec les infusions, les petites infusions jardin bio, avec uniquement un fil de coton, du papier recyclé, et en supprimant les agrafes. Donc 10 millions de boîtes fois 20 millions de sachets, c'est 200 millions d'agrafes en moins. Et on a des infusions qui sont, entre guillemets, qui peuvent aller directement au jardin après les avoir fait infuser. Et je me dis que ça, c'est peut-être le type de modèle qu'il faudrait expérimenter, généraliser pour demain. Sur les transports, comme on n'est pas sur des gros produits, on ne fait pas des palettes complètes et des camions complets, hein, ce n'est pas encore le cas. Hein. La bio, c'est 4,1% des surfaces et 3% de la consommation. On a mobilisé nos transporteurs sur des camions double plancher. Ça fait 36% d'émissions de carbone en moins au kilo transporté. Voilà. Et ça concerne 62% de notre chiffre d'affaires livré aux clients. Et c'est bête à dire, mais les conducteurs de ces poids lourds, ils ont été formés à l'éco-conduite. Et donc, ça donne ce résultat-là. Donc, ce n'est pas forcément très coûteux d'initier la démarche, puisqu'une fois qu'on le fait avec le transporteur, il le propose à d'autres clients, et ça fait de la contamination positive. On a équipé la moitié de nos commerciaux de véhicules hybrides, parce qu'il faut le temps de renouveler le parc. Et puis, moi, je me suis offert un véhicule électrique, une Tesla, c'est génial. Ça coûte un peu cher, c'est pas encore à la portée de toutes les bourses, mais je veux dire, si tous ceux qui peuvent se la payer se la payent, ça va permettre d'aller sur une industrie un peu plus de masse et de sortir demain des Tesla à 45 000 € et à 500 km d'autonomie. Ça fait 18 mois que je l'ai, j'ai pas fait 1 € de dépenses dessus, pas 1 €, le liquide lave-glace uniquement. Voilà. Sur les énergies, on mélange solaire thermique, aérothermie, géothermie photovoltaïque, puits canadien à la place de la clim dans les entrepôts. Bon, on garde la clim dans les labos parce que là c'est pas possible, hein, et dans les zones de fabrication, et on a des systèmes de plancher chauffants et autres. Ça a coûté plus cher au début, mais dans la durée on le rattrape, hein. Au bout de 10-12 ans, ça y est, les courbes se croisent et ça devient même vertueux économiquement, en plus de cette vertu écologique. Donc c'est toujours le premier effort, le premier pas qui coûte en fait. Et puis enfin, sur ce que l'on fait en externe, comme on a la chance de gagner de l'argent, on peut en redistribuer. Donc on le fait à travers le 1% Planète. Le 1% Planète, c'est un mouvement qui a été lancé par Yvon Chouinard, fondateur de Patagonia, et c'est un impôt volontaire. Donc 1% du chiffre d'affaires des marques totales du groupe ou des marques qu'on s'impose. On est maintenant 100 entreprises en France à le pratiquer. Ça représente quelques dizaines de millions d'euros. Il y a des gens comme Caudalie, Maison du Monde, Vrai, qui est le groupe Tribala, qui cotisent. On est peu de TI, il y a beaucoup de PME et beaucoup de professions libérales, mais petit à petit, entre guillemets, la taille des entreprises augmente. Et je pense que plus on sera nombreux, plus on pourra financer les ONG et les associations qui œuvrent dans l'ombre, entre guillemets, pour restaurer les dégâts, pour faire de la prévention ou pour faire de l'éducation auprès des plus jeunes. Et enfin, on mène également des actions de reforestation, puisqu'on émet sur le siège de Périgny 15 500 tonnes de CO2, on replante 150 000 arbres, un petit peu dans l'hémisphère nord à titre exemplaire, mais beaucoup dans l'hémisphère sud parce que le rendement est meilleur. Et ça permet, entre guillemets, d'avoir une sorte de balance équilibrée entre ce que l'on émet et ce que l'on génère. Voilà, donc pour finir, je dirais que dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. C'est de Brillat-Savarin, un célèbre gastronome. On peut se faire plaisir, se faire du bien et faire du bien. Et je pense qu'on a peut-être un petit peu oublié ça et que c'est à nous de le retrouver. Mais bien manger,
ça peut rendre heureux par tous les effets indirects et les externalités positives que l'on peut générer. Merci Charles. Si on veut résoudre les problèmes, je disais tout à l'heure, il faut massifier. Ça veut dire qu'il va falloir les acteurs militants du réseau bio. Il va falloir des acteurs comme Léa Nature qui font du bio, du plus écologique, du plus engagé dans la grande distribution. Et il va falloir aussi essayer de transformer les industries agroalimentaires. Je disais tout à l'heure en intro que le climat de confiance, il n'est pas au top quand même, entre les consommateurs et l'industrie agroalimentaire. L'ANIA trouve que c'est super, 55% des consommateurs français qui font confiance aux industriels. Il est vrai qu'en 2012, c'était que 47%. Donc voilà, mais du coup, c'est pas évident pour vous, Grégoire. Donc vous êtes président de Fleury-Michon, je le rappelle, entreprise familiale. Créée en 1905, vous êtes la 5e génération, oui. C'est ça, je crois. Entreprise vendéenne, indépendante forcément, parce que vendéenne, donc, qui a ces dernières années et qui essaie depuis quelques temps de renforcer son engagement autour du bien manger et même du manger mieux, et notamment qui essaie de restaurer cette confiance avec les consommateurs. Claude a parlé tout à l'heure du flexitarisme, cette modification des habitudes alimentaires qui consiste pas totalement à aller vers le végétarisme, mais en gros à manger moins de viande, mais de la meilleure viande, probablement bio, probablement locale, etc. En tout cas mieux produite. Vous êtes, à ma connaissance, le seul industriel que j'ai entendu dire demain on dira aux gens mangez moins de viande, mais mangez de la meilleure viande et donc la nôtre. Alors racontez-nous comment ça se passe, parce que vous êtes vraiment là sur la transformation la plus dure en fait du modèle alimentaire. Un peu dur. Bonjour à tous. Écoutez, je suis vraiment heureux de pouvoir intervenir après donc nos deux intervenants. Effectivement, je pense qu'on aura besoin de tout le monde. C'est-à-dire que l'industrie alimentaire aujourd'hui est présentée comme le grand méchant, enfin tout le système de l'industrie de masse. Et clairement, il y a un modèle où on arrive à la fin, et tout le monde en a pris conscience. Et donc il faut réinventer pour aussi non seulement nourrir les personnes qui pourront aller chez La Nature ou chez Biocoop, mais aussi les personnes qui voudront de la qualité à prix accessible. Sachant que la qualité a un prix et que le low-cost alimentaire, c'est fini. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de se dire il faut produire plus, toujours moins cher, ça mène à une impasse. Et c'est de cette impasse dont il faut sortir aujourd'hui. Donc il faut trouver des nouvelles voies pour répondre aux aspirations tout à fait légitimes de l'ensemble des concitoyens sur une industrie non seulement qui apporte du plaisir, mais qui est bonne aussi pour l'environnement, pour les producteurs, pour toute la chaîne. Donc il faut trouver de façons d'innover et puis changer les pratiques. Ce que je voudrais vous dire, alors sur Fleury-Michon, vous avez déjà pas mal dit de choses. Donc on est une entreprise, c'est très préoccupant que les entreprises changent de main tous les 7 ans. Ce que vous avez dit, Claude, c'est un vrai problème. La spéculation sur les matières premières, c'est un vrai sujet. Et on voit qu'on est dans un bouleversement. Il faut qu'on gère ce bouleversement. Mondialisation, ouverture, des pratiques totalement nouvelles. Vous avez vu les Chinois qui ont investi 200 millions dans une usine de clonage pour cloner des animaux d'élevage, porcs, chiens et compagnie. On arrive donc il faut qu'on trouve une façon de maîtriser tout ça et de répondre aux questions qui sont absolument légitimes sur de l'impact de l'alimentation sur ma santé. On a tous pris conscience de ça, enfin, si j'ose dire. Et puis de l'impact de l'alimentation sur l'environnement au sens large. On a une empreinte écologique forte, l'industrie alimentaire, donc on ne peut pas ne pas être responsable. Donc on a fait le choix, Fleury-Michon, donc on est une vieille entreprise, les salariés sont tous actionnaires, j'ai oublié de le dire, ils sont tous au cœur du projet d'entreprise. Notre projet, on l'a défini de façon simple, c'est c'est 2 mots. C'est aider les hommes, tous les hommes, à manger mieux chaque jour. Donc l'idée, c'est démocratiser le manger mieux, et puis de dire un autre industrie alimentaire est possible. À nous de l'inventer, on ne le fera pas seul, ça c'est clair. On ne le fera pas du jour au lendemain, on n'a pas de baguette magique, on va faire pas à pas, il faut qu'on prenne chaque sujet et qu'on essaye de transformer les pratiques. Alors, là-dedans, il y a plusieurs convictions. D'abord, première conviction, je l'ai déjà dit, c'est que ce qui doit primer, c'est la recherche de la qualité et l'exigence. Un des gros défauts, un des grands, je pense, explications pourquoi l'industrie alimentaire aujourd'hui criée, c'est qu'elle va naturellement vers les habitudes de facilité. C'est plus facile de faire facile. Et pour tout le monde, et pour l'industrie aussi. On va voir, je vais vous donner un exemple de comment on peut faire quand on choisit non pas la facilité, mais l'exigence. Deuxième parti pris, je crois que je l'ai dit aussi, c'est refuser le prix le plus bas.
Hein, nous, on se bat, on est très fiers parce on porte le nom de nos fondateurs, hein, qui étaient des Vendéens, et tous les salariés, tous les gens qui viennent nous voir, nous disent, ils ont un peu une image un peu bizarre, parce que l'entreprise est connue, parce qu'on est quand même une grande marque, hein, et donc les gens imaginent qu'on est multinational, et en fait, quand ils viennent, ils sont très surpris, ils disent, mais attendez, tout ce que vous faites, dites-le. Simplement, bon, on a du mal à le dire. Alors, on va parler de façon de communiquer aussi nouvelle, il faut qu'on communique différemment, hein, sans doute de façon plus authentique, les gens, faut ouvrir la boîte noire, il faut trouver des façons nouvelles de communiquer. Donc première exigence, je disais, première chose, c'est une culture d'exigence, fuir les facilités qu'ont les industriels, hein, sur plein de points. Deuxième point, c'est chercher la qualité qui a toujours un prix. Troisième point, c'est impliquer tous les acteurs de la filière dans une logique de coopération. Hein. Un des gros problèmes aussi, c'est qu'on est dans des filières où il y a des rapports de force, des affrontements, et c'est le plus fort qui gagne. Et il faut créer de la coopération. Ah, excusez-moi. Oui. Donc, il faut créer de la coopération entre tous les acteurs et il faut aussi s'engager sur le long terme. Hein, et ça, c'est aussi rejoindre le sujet d'avoir des projets d'entreprise qui durent. Et puis, ça, on le fait quand on est avec des gens qui ont des convictions partagées et qui se projettent dans l'intérêt durable. Hein, donc, c'est pour ça que les choses se faisant pas à pas, il faut commencer par les plus engagés, les plus concernés. Je donnerai 2 exemples tout à l'heure de partenaires avec lesquels on a pris des initiatives d'engagement. Et puis, 5e principe, 5e choix, c'est la transparence. L'industrie alimentaire, très longtemps, est restée dans une boîte noire. Elle doit s'ouvrir. Il faut ouvrir la boîte noire alimentaire. Il faut que les gens voient ce qu'il y a derrière. Et il faut dialoguer d'égal à égal. Il ne faut plus avoir un rapport un peu condescendant avec les consommateurs, avec la société, en disant faites-nous confiance. Ça, c'est fini. Les industries alimentaires doivent absolument s'ouvrir, accepter le dialogue, la remise en cause et le progrès. Et c'est un changement de posture qu'on doit avoir. Donc on a été un des premiers à avoir cette attitude, hein, par une opération. On a décidé, donc il y a 2 ans, je crois, en 2014, hein, en plein cœur de la crise alimentaire sur le Horsegate, vous vous souvenez, hein, certaines personnes découvraient qu'il y avait dans des filières des traders à bretelles qui faisaient et puis des fraudes. Et on s'est dit, mais c'est un vrai problème parce que les gens font l'amalgame, en fait, et ils mettent tous les industriels dans le même sac. Et nous, on était très fiers parce qu'on avait fait un travail assez incroyable sur un de nos produits, qui est un produit qui pourtant est l'archétype du produit industriel. Vraiment, je ne sais pas si vous êtes consommateur de ce produit, probablement pas, je vais vous le dire, le surimi. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui consomment du surimi ? Allez, dites-le, lâchez-vous. Oui, Qui consomme honnête. du surimi dans cette Ça salle? fait plaisir. Du surimi Fleury-Michon, j'entends. Bon, exceptionnellement, on vous accepte quand même dans la salle. Bon, à merci. cause de ce qu'il va dire. Je suis content de voir une ouverture. Et en fait, c'est un produit, quand on explique que c'est, d'où il vient, sa composition, pour le surimi Fleury-Michon, honnêtement, on n'a rien à craindre. Et quand on explique les choses, simplement, on ne l'a jamais expliqué. Et un jour, un de nos conseillers en communication, voyant qu'on s'énervait parce qu'on faisait des choses... je vous dis, par exemple, ces produits-là, historiquement, avaient des additifs. Hein, polyphosphate, sur Beatles, et toutes ces choses-là, on les a supprimées. Et on l'a fait par un acte de foi, parce qu'on considère qu'on ne doit pas avoir des adjuvants de fabrication industrielle, de production, dans des produits qu'on mange. L'aliment, c'est pas une marchandise comme les autres, quoi. Je veux dire, il faut que ce soit naturel, il faut que ce soit... C'est pas à l'aliment de se plier au processus industriel, c'est aux machines de se plier à l'aliment. Hein, c'est ça. Et donc, il y a une année où on s'est dit, on va avoir un surimi 100% propre, on a encore du glutamate dans notre surimi. On avait déjà supprimé le sorbitol et les polyphosphates, ce que certains concurrents faisaient aussi. Et on nous restait cette matière première qui était utilisée par les pêcheurs notamment parce que ça permet de garder de l'humidité dans le poisson. Et nous, ça ne nous convenait pas, donc on a dit on supprime ça. Ça a un coût immédiat de 3 millions. 3 millions, pour nous, c'est beaucoup. C'est beaucoup dans l'absolu, c'est beaucoup pour nous aussi. On l'a fait. Et puis, simplement, le problème, c'est qu'il fallait convaincre les consommateurs qu'il y avait un plus là-dessus. Et donc, on a décidé de faire une opération transparence sur toute notre filière surimi. Donc, on a invité, je ne sais pas si vous avez vu cette campagne, 3 de nos pêcheurs, Nick, Rob, Glenn, hein, donc de Trident, qui est notre partenaire principal qui nous fournit notre poisson, sachant qu'on choisit quelques fournisseurs. Hein. On ne fait pas d'achat spot tout venant, on travaille en filière courte sans intermédiaire, donc avec Trident. Donc on a interpellé les consommateurs, les journalistes, les blogueurs, à dire, écoutez, nous, ça fait un certain temps qu'on travaille pour Fleury-Michon. Si vous ne croyez pas qu'on fait du vrai poisson dedans, venez nous voir et on va tout vous expliquer. Et donc cette opération, on a ouvert pour la première fois toute notre filière aux consommateurs, aux blogueurs, aux journalistes, que j'aimerais vous présenter. Alors, il y a un petit film qui a été fait.
Alors, c'est David qui vous l'a envoyé, Elisabeth. C'est un film, je vous le dis tout de suite, qui a été fait pour des publicitaires. Parce qu'il se trouve qu'on a gagné un prix publicitaire avec cette opération. Et donc, à cette occasion, c'était la semaine dernière, il y a eu un petit film, une intervention donc, du directeur marketing et de notre responsable de publicitaire. Donc, c'est très publicitaire, mais voyez-le quand même. Oui, le ton est publicitaire, c'est ça que vous essayez de nous dire. Petite pincette, c'est un film fait pour des publicitaires, ça parle le langage des publicitaires, sinon ils ne comprennent pas. Mais vous allez comprendre. Bon, s'il ne vient pas, ce n'est pas dramatique. Vous pourrez toujours voir sur Internet, c'est l'opération qu'on a appelée « Venez vérifier ». Donc, c'est une opération, pour la première fois, un industriel dit « Vous ne croyez pas parce qu'on est industriel, eh bien, venez voir et venez vérifier par vous-même. Venez dans nos usines, venez voir la composition des produits, venez sur les filières, interroger nos pêcheurs et dites tout ce que vous pensez sur Internet. Faites les films que vous voulez et c'est opération, donc, transparence totale. » Et donc, on est assez content de cette opération parce que ça a beaucoup fait réfléchir les autres industriels qui se sont dit, finalement, Fleury-Michon innove dans son rapport à la société, aux consommateurs. Et si, finalement, c'était la voie pour demain gagner la confiance, regagner la confiance des consommateurs. Donc, je pense que si l'industrie de masse, entre guillemets, veut changer les choses, elle doit non seulement s'engager à plus de responsabilité, elle doit s'engager à la qualité, elle doit changer son rapport à la société et son façon de communiquer. Voilà, c'était ça que voulait dire ce film. Elisabeth, s'il n'est pas là, c'est pas dramatique. C'est pas grave, c'est pas grave. À l'UNESCO, on passe pas de film publicitaire. Très bien. J'ai des bons de réduction dans ma poche pour ceux qui seraient les plus rétifs. Voilà. Autre chose, souvent, la réalité économique est la grande fracasseuse des rêves. C'est notre problème, c'est qu'on aimerait changer le monde avec une baguette magique, simplement dans un monde dans des filières, avec des acteurs qui ne sont pas toujours très convergents, avec des consommateurs qui ont leurs limites. Et donc, pour changer des choses, il faut le faire pas à pas, il faut le faire avec les personnes les plus engagées. Et je prends un exemple. On a lancé du bio sur la charcuterie. Il y a quelques années, on était les premiers à lancer du bio. On a lancé des filières qualité depuis très longtemps chez Fleury-Michon, Label Rouge dans les années 80, bio dans les années 2000, bleu blanc cœur. Ça reste très cher, le bio, aujourd'hui en France. Et les consommateurs en grande distribution, n'ont pas suivi autant qu'on le souhaiterait. Il y a des ventes, mais il n'y en a pas autant qu'on le souhaiterait. Donc, face à ça, on a décidé de créer une nouvelle filière de charcuterie de qualité dont les éleveurs puissent être fiers. Et donc, on a choisi quelques éleveurs de porc bretons, plusieurs dizaines d'éleveurs de porc bretons, qui ont décidé de s'engager en disant « Nous, on veut être fiers de notre métier, on veut continuer à le faire dans nos exploitations à taille humaine, et on veut faire la qualité. » Et donc, on a signé avec eux donc, un contrat où on leur verse une prime en leur disant « Écoutez, on va transformer les pratiques, on veut que vous soyez totalement fiers de votre travail, et donc on vous verse une prime, et faites du porc d'abord élevé sans antibiotiques, après sevrage, et puis deuxièmement, nourri avec céréales françaises et soja sans OGM. L'idée étant aussi, à terme, avec un de nos partenaires, c'est de créer une filière française de soja sans OGM, qui aujourd'hui n'est pas vraiment présente. Et pour qu'on y arrive, il faut commencer par un premier pas. Donc ce premier pas, on vient de l'annoncer avec quelques éleveurs. C'est la filière GEM, vous verrez ça dans les magasins. Et donc on espère que ça va marcher, on espère bien. Donc le bleu blanc cœur, par exemple, l'opération qu'on a lancée il y a quelques années, ça fait un quart de nos ventes. Tout ce qu'on souhaite, c'est que demain, les choses changent. Je suis un peu confus dans ma façon de parler. Excusez-moi, je n'ai pas préparé mot à mot ce que j'allais vous dire. Je vais vous parler de façon sincère et simple. La conviction que je partage avec vous, c'est que la société et nos salariés, on est tous sur le même constat. L'industrie alimentaire doit changer. L'alimentation n'est pas une marchandise comme les autres. Et je voulais juste partager avec vous le fait que l'industrie alimentaire fait partie de la solution.
pour ça, on doit s'engager, on doit être plus transparent, on doit être collectif, on doit être long terme. Moi, ma conviction, c'est que c'est possible. Voilà. Merci beaucoup. Je suis désolée pour les films, parce qu'alors entre un que je voulais pas passer et l'autre qui marche pas, mais il marchait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. On a dans la salle avec nous, et avant de vous donner la parole, 4 pitchers. On m'a dit c'est des pitchers, qui sont 4, je sais pas si vous n'êtes pas plus jeunes que nous, il ne faut quand même pas exagérer, j'allais dire jeunes, ça suffit. Bon, 4 entrepreneurs qui contribuent, avec ceux que vous venez d'entendre, à inventer un système alimentaire différent, un système alimentaire plus durable, un système alimentaire aussi plus désirable. Je vais leur donner la parole. Ils ont été surbriefés sur le fait qu'ils n'ont pas plus que 3 minutes. Et le fait qu'on n'ait pas passé les films, ça ne vous autorise pas à dépasser les 3 minutes. Thomas Canetti, peut-être d'abord pour commencer. Vous allez rapidement vous présenter. Moi, je vais vous présenter en une phrase chacun. Non, tu as un micro devant toi, en fait. C'est comme tu veux. Soit tu viens là, mais tu vas perdre ton temps, le temps de venir là. À mon avis, reste là, tu te lèves, tu dis bonjour aux gens et après tu te rassis. Comme tu veux, j'en sais rien. Bon, Thomas Canetti, en tout cas, messieurs, dames, pendant qu'il se lève et que vous voyez son visage, est fondateur de Food for Good, qui propose notamment du poisson certifié, avec plein de... Grégoire évoquait le fait qu'il y a plein de labels différents. Il peut y avoir du bio, du MSC, du label rouge, etc. En magasin bio. Thomas, la parole est à toi. Il faut que tu appuies sur le bouton. Sur le bouton rouge. Bonjour tout le monde. C'est impressionnant d'être à l'UNESCO à côté de ces grands noms. Alors, Thomas Canetti, moi je viens d'avoir 40 ans, j'ai 3 enfants. Quand j'étais petit, je passais mes après-midi au Jardin des Plantes à admirer les ménates et les gibbons. Il y en avait encore. Je suis amoureux de la nature. Et c'est ça le fil rouge qui m'a amené aujourd'hui dans l'univers du poisson. Alors, à la fin des années 2000, c'était la grande époque du thon rouge. Et les ONG ont fait énormément de bruit autour de la surpêche, autour du thon rouge, pour sensibiliser tout le monde. Et la question qui se posait alors, c'était est-ce qu'on peut encore manger du poisson ? La question se pose encore aujourd'hui, et pour faire un bon débat média, il faut mettre un pêcheur, si possible, qui va vous expliquer que tout va bien, une ONG qui va vous expliquer que tout va mal, et comme ça, vous perdez tous les consommateurs qui se disent « zut, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Mon histoire, moi, c'est juste de constater qu'autour de moi, les gens me disaient « qu'est-ce qu'il faut manger ? Qu'est-ce qu'il faut choisir comme espèce ?» Food for Good a été créé pour répondre à ça, avec une conviction, ou en tout cas trois convictions. La première, c'est oui, on peut continuer à manger du poisson, mais pas n'importe lequel, pas pêcher n'importe comment. 2, c'est aux professionnels de faire ces choix-là. Pendant cette grande époque du thon rouge, il y avait des restaurateurs qui disaient « moi, je sais que c'est en danger, mais je le mets à ma carte, c'est au consommateur, c'est à mon client de faire ce choix-là. Est-ce qu'il veut ou pas manger du thon rouge ?» Chez Food for Good, on croit que ce n'est pas du tout la démarche et que c'est aux professionnels qui sont les experts de leur métier de faire ces choix. Et donc, nous ne proposons évidemment que du poisson sauvage éco-certifié ou d'élevage éco-certifié bio. C'est la deuxième conviction. La troisième conviction, c'est que nous avons fait le choix du surgelé, et qu'un poisson surgelé, bien élevé, bien pêché, c'est très bien. Et le surgelé peut participer à répondre à certaines des problématiques que nous avons autour de l'alimentaire. Le gaspillage, par exemple, puisqu'un poisson surgelé va pouvoir se conserver beaucoup plus longtemps qu'un poisson frais, et donc moins de problématiques de produits périmés. D'autre part, c'est que si certains produits doivent venir de loin, ils peuvent venir par bateau, donc les émissions de carbone sont plus faibles. On a fait notre bilan carbone en 2010, et on tombe sur les mêmes chiffres, 2 kilos par kilo de poisson, ce qui est effectivement une des protéines animales les moins émettrices, et on continue à essayer de chercher comment faire pour les réduire. Voilà, ça fait 3 minutes, Elisabeth ? T'es en dessous, c'est la classe. Oh là là, totale. c'est classe. Bon, alors je termine. Non, mais... alors, je vais montrer un film. Alors, je termine. Non, voilà, nous, on va résumer juste notre philosophie très humblement avec un mot qui est le respect de la ressource. On est sur une ressource
sauvage ou d'élevage, mais on est en train de parler d'êtres vivants, qui sont les animaux, les poissons. Donc le respect de cette ressource, si on la sort de l'eau, il faut bien la traiter et il ne faut pas la gaspiller. Le respect des consommateurs, évidemment ne pas tromper, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Juste un exemple, quand on a lancé notre gamme de poissons panés l'année dernière, c'est aussi un bon exemple de produit industriel, le poisson pané. Je ne vais pas demander qui en mange, mais en tout cas, moi, mes enfants, au bout d'un moment, ils ne voulaient plus manger de poisson, ils aimaient bien le poisson pané, et en fait, c'est bon. Donc quand on l'a fait, on s'est dit, en fait, ce qu'on veut leur donner à manger, c'est du poisson, c'est pas de la panure. Donc, oui, mais ce qui coûte cher dans le poisson pané, c'est le poisson. Donc l'approche classique, c'est de dire, j'en mets un peu le moins possible, parce que sinon, ça va coûter trop cher. Évidemment, chez nous, on a fait l'inverse et on a cherché à mettre le maximum de poissons dans le poisson pané. Évidemment, une panure bio, évidemment, moins d'ingrédients possibles. Et voilà, respecter nos consommateurs, qu'ils mangent du poisson et pas de la panure. Puis évidemment, le troisième axe, c'est les hommes, le respect des hommes. J'ai envie de dire qui sous-tend tout ce que l'on fait, tout ce que l'on souhaite faire à l'avenir. Voilà. Préalablement, on a 5 ans bientôt et donc on a encore plein de choses à faire. Voilà, et les produits sont vendus chez Biocop, on peut le dire, sans affaire. Merci. Jean-Luc Fessard, vous êtes fondateur d'une association qui a été créée en amont de la COP21, qui s'appelle Bon pour le climat, et qui, comme son nom l'indique au moins partiellement, rassemble des restaurateurs, des hôteliers, dont Olivia qui parlera tout à l'heure, et des consommateurs engagés sur une nouvelle façon de cuisiner et de manger qui rejoint ce qu'on a dit au cours de ce débat. Alors, je suis Jean-Luc Fessard, moi j'ai 66 ans, donc je ne suis pas le plus jeune. J'ai 2 filles et je suis un journaliste spécialisé dans l'environnement pour le secteur de l'hôtellerie-restauration. Et depuis que j'écoute les intervenants, je me dis que j'ai tout bon. Parce que je vais faire mes courses chez Biocop. J'ai de la tisane Léa Nature dans mes placards. Et ils mangent du surimi. Il y en avait un autre. Non, surimi, ça, j'expliquerai éventuellement pourquoi. Mais par contre, je consomme du jambon bio de chez Fleury Michon. Hein, pas mal. Et alors, également, j'ai amené ma bande, parce que les 3 autres pitchers sont des copains. Je suis très branché pêche durable, donc je rejoins totalement Thomas. Thibault Lamarre, Castali, c'est un copain, et je fais une propagande. Achetez-le, Castali. Hein. Et puis Olivia, c'est la premier hôtel-restaurant écolabellisé de France. C'est un endroit où vous avez envie de vous détendre. Lussac-les-Châteaux, allez-y, c'est super. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais là? Alors, qu'est-ce que je fais là? On a lancé une action qui s'appelle Bon pour le climat. Et on est vraiment au niveau de l'action. On n'est plus au niveau du discours. Il y en a trop de discours. On est au niveau, il faut agir. Et une action très ambitieuse, parce que notre ambition à nous, c'est de changer les habitudes alimentaires. Pour que nos habitudes alimentaires deviennent bonnes pour le climat. Pour cela, on va utiliser un vecteur important, ce sont les chefs de cuisine. On considère que les chefs de cuisine sont capables de faire changer les habitudes alimentaires. Donc nous, on essaie de mobiliser un maximum de chefs de cuisine pour cela. Et on leur demande de proposer des plats bons pour le climat. Alors, c'est quoi un plat bon pour le climat? C'est un plat qui a 3 critères. Premier critère, c'est le produit de saison. Deuxième critère, c'est le local. Et troisième critère, qui privilégie le végétal. Innocemment, quand moi j'ai lancé ça il y a 1 an, je pensais que ça serait difficile sur privilégier le végétal, parce qu'un chef, quand même, s'il n'a pas un bon morceau de viande dans son assiette, il considère qu'il ne fait pas bon pour ses clients. Alors nous, on essaie de leur expliquer que ce n'est pas le cas. Mais en fait, je m'aperçois que c'est plus compliqué que ça, parce que beaucoup de restaurateurs ne savent pas d'où viennent leurs produits. Donc la notion de local, ils ne savent pas, parce qu'ils passent par des distributeurs, donc ils ne savent pas d'où ça vient. Et également, la saison. Étonnamment, les chefs, beaucoup de chefs, ne connaissent plus les produits de saison. L'exemple de la tomate qui a été donné tout à l'heure, on nous l'a fait il n'y a pas 8 jours. On dit aux chefs qui adhèrent à notre association qu'on va mettre leurs recettes en ligne sur notre site. Et il y a un chef d'un hôtel qui est situé sur les Champs-Élysées, donc un bel hôtel, qui nous a envoyé une recette. C'était une tarte tatin de tomates en entrée. Tomates en plein hiver, chapeau pendant la COP. Bon.
Et ils voulaient mettre le logo bon pour le climat là-dessus. Bon. Alors, on a 4 vice-présidents. Notre premier vice-président, c'était Olivier Rollinger. Bon, Olivier Rollinger, il arrive avec Relais et Châteaux, c'est pas inintéressant. Donc notre ambition, oui, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est mondial. Hein, nous, c'est de faire changer les habitudes alimentaires dans le monde entier. Hein. Après, en 3 minutes, je le rappelle aussi au passage. Voilà, oui, mais c'est pas grave, je resterai quand il sera nécessaire. Après, oui, en 3 minutes, d'accord. Après Didier Chenet, qui lui est le président du Sinorca. Alors Sinorca, c'est important, c'est 16 000 établissements, hôtels et restaurants. Donc on a derrière nous des gens qui peuvent nous aider beaucoup. Le troisième, c'est l'ancien ministre Brice Lalonde. Et enfin, une personne qui est importante, un monsieur qui n'est pas connu du tout, qui s'appelle Valérie Laramé. Alors, en quoi il est là? Lui, c'est le président d'une association de journalistes qui rassemble 400 journalistes spécialisés dans l'environnement. Et il joue le jeu et ça marche. On a une couverture de presse extraordinaire parce qu'en plus, notre président, c'est un monsieur qui s'appelle François Pasteau. Alors, je vous donne l'adresse, c'est l'Épi du Pin, rue du Pin. Et c'est vraiment extraordinaire. Alors, pourquoi on l'a choisi comme président? C'est parce que d'abord, la première qualité, c'est très, très bon. Dans l'assiette, il n'en reste pas, il n'y a pas de gaspillage. Deuxième critère, c'est quelqu'un qui est totalement engagé dans le développement durable. Depuis des années, il est avec Olivier Rollinger sur la pêche durable, il trie ses déchets, il fait la collecte et la valorisation des biodéchets en méthanisation. Il a de l'eau de Castali qui est proposée par ses équipes. Il travaille avec une personne qui fait du café torréfié d'origine. Enfin bon, il est vraiment totalement engagé. Et surtout, il n'était pas étoilé. Alors ça paraît bizarre, on a plusieurs chefs étoilés, on a un grand nombre de chefs étoilés dans nos adhérents, mais on ne l'a pris pas étoilé parce qu'on savait que si on mettait un chef étoilé à la tête de l'association, ce qui se passait, c'est que les autres restaurateurs prendraient ça comme prétexte pour ne pas s'engager. Donc on en a pris un qui est excellent mais qui n'est pas étoilé. Donc là, même le petit bistrot du coin, même le food truck, même la crêperie, ils n'ont pas à dire « Ah oui, mais les étoilés, il peut ». Non, tout le monde peut. Alors, ensuite... Jean-Luc, j'aimerais juste... il reste moins 2 minutes. Oh, c'est pas... Non, en fait, c'est passé de 2 minutes. C'est ça que déjà. Alors, je termine en disant que pour que ça marche, ça va être une bagarre de longue haleine et donc on est en train de mobiliser, nous, les écoles hôtelières. C'est-à-dire qu'on a eu des repas bons pour le climat qui ont été faits dans les écoles hôtelières. Alors, la première, ça a été Ferrandi, l'école Médéric également, le lycée Guillaume Tirel, et puis le lycée Sainte-Anne à Saint-Nazaire, mais aussi, bientôt, nous aurons une école hôtelière à Katmandou, qui sera bonne pour le climat. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Comme Jean-Luc a présenté les 2 derniers pitchers, on va gagner du temps. Je vais donc appeler Olivia Gauthier, directrice et fondatrice de l'hôtel des Orangeries, près de Poitiers, que je recommande aussi. Premier hôtel éco-labellisé en France, premier restaurant français à avoir été distingué comme restaurant le plus responsable par l'association britannique Sustainable Restaurant Association. Olivia, 3 minutes, sinon on règle ça après entre nous. Moi, ce qui me marque beaucoup dans tout ce que j'ai entendu avant, c'est qu'on a vraiment une assemblée de passionnés. Et l'alimentation est un domaine passionnant pour le développement durable. Et alors, c'est dans un livre que Béatrice a écrit qui s'appelait « Je mange pour la planète ». Ce qui est génial dans l'alimentation, c'est que tous les jours... Ça s'appelait comment? Comme ça? Moi, c'est Elisabeth. Elisabeth, pardon. Elisabeth. Et on a tous les jours 3 chances de manger, ou 4 pour les plus gourmands. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on a par exemple des familles qui arrivent chez nous dont le petit de 7 ans va être végétarien, alors que personne ne l'est dans la famille. Donc c'est aussi à tous les âges une liberté extraordinaire de savoir ce qu'on veut mettre dans son assiette. Et nous, on l'a vérifié, parce que c'est vrai qu'on a travaillé sur un certain nombre de domaines, et l'alimentation est peut-être celui où il y a le plus de convergence de tous les domaines, santé publique, économie locale, environnement, gourmandise, plaisir. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel on se régale, parce que, sans vouloir faire de jeu de mots, parce qu'on a vraiment le sentiment qu'on peut avancer. Alors moi, en fait, j'ai des questions pour nos intervenants. Quand on a mis en œuvre tout ça chez nous, on a changé, on a éco-conçu les menus. Parce que si on faisait le même menu, on explosait les prix. Donc on a appris à cuisiner d'autres morceaux, on a appris à mettre plus de végétal dans l'assiette. Là, on est en train d'essayer de vider nos poubelles, parce que tout ce qui va dans la poubelle est perdu, en fait, c'est du gaspillage.
Et comment est-ce que vous faites pour essayer d'aider les ménagères? Parce qu'en fait, c'est quand même plus difficile de faire un plat mijoté que de faire un steak, il faut se le dire. Et un des écueils en fait dans les AMAP, etc., c'est que les gens ne savent pas. Ils ont un panier de légumes, ils ne savent pas quoi en faire. Et je vais finir par une anecdote. J'étais allée dans le magasin Biocop de l'endroit où je suis juste après le problème de la vache folle, plutôt du cheval. Et le directeur me disait, je lui disais alors comment ça va? Il me dit écoutez, génial, on a plein de monde, mais le problème c'est qu'ils ne reviendront pas parce qu'ils achètent tous des pizzas surgelées. Et c'est pas notre cœur de métier. Nous, on est bon sur les céréales, on est bon sur les produits à transformer, mais pas nécessairement sur ce type de produits qu'on vend plus cher. Voilà. Donc, comment est-ce que vous essayez d'accompagner les consommateurs là-dessus? Enfin, je ne sais pas s'ils ont le temps de répondre. On va garder la question pour tout à l'heure, si tu veux bien, parce que j'aimerais juste donner la parole à la salle, au moins les 10 dernières minutes. Donc, je note la question et je vais donner la parole à Thibaut. Il a été présenté aussi, président fondateur de Castali. Une eau d'ici et d'aujourd'hui, je cite, qui propose une alternative durable à l'eau en bouteille en restaurant à nouveau. Je rappelle au passage qu'on a fait un petit focus sur la restauration avec ces pitchs, mais qu'aujourd'hui, 1/5 du budget alimentaire des Français est quand même dépensé dans les restaurants. Donc il y a de quoi aussi, évidemment, et je parle de restaurant, pas la restauration collective en plus, donc il y a quand même de quoi aussi changer les habitudes alimentaires. Thibaut, 3 minutes, merci. Merci de me donner la parole, c'est impressionnant d'être à côté de ces grands entrepreneurs. Je suis venu avec une autre bouteille d'eau, celle-là, que vous connaissez tous. Est-ce que vous savez combien de kilomètres elle a fait pour venir jusque dans l'UNESCO? 1250. Et la différence avec le produit Castali, c'est que le produit a été embouteillé sur place. Notre métier, nous, c'est de valoriser l'eau du robinet. On vient retirer le chlore, les particules, et puis on va le mettre en bouteille dans des jolis flacons et faire le marketing qui va autour. Vous allez retrouver nos bouteilles dans les restaurants. Alors effectivement, Olivia est une de nos premières clientes militantes. Vous pouvez nous retrouver aussi chez Jean-François Piège, Cyril Lignac ou David Toutain, ou des bistrots de quartier. Finalement, nos clients, c'est tous les restaurateurs qui font des bons produits et qui font attention à leurs consommateurs. La deuxième cible de Castali, c'est les entreprises, puisqu'on a le groupe LVMH qui nous a fait confiance il y a 1 an. Et on a redessiné les machines avec Helium Studio pour faire des machines très design. On a eu plusieurs prix. Et du coup, aujourd'hui, on équipe des groupes comme KPMG, Bell, LVMH, Nexity, puis il y en a d'autres qui arrivent. Voilà, donc je roule pas encore en Tesla, je suis en Autolib, mais en tout cas, n'hésitez pas à demander dans les restaurants à boire une eau locale plutôt qu'une eau qui a été transportée sur des milliers de kilomètres. Merci beaucoup. Alors, on a 10 minutes pour être efficace. Je ne sais pas s'il y a des micros. Ah ben non, vous avez les micros devant vous normalement, comme nous en fait, c'est ça? Donc si vous avez des questions, je vous invite de grâce à les formuler de manière suprasynthétique, de manière à ce qu'on ait éventuellement le temps de vous répondre. Voilà, alors madame, allez-y, et ensuite monsieur là-bas, et vous le ferez court, hein, promis. Je vous sens, je sens que ça bout depuis tout à l'heure, alors du coup, court. Madame et monsieur ensuite, merci. Bonjour, j'ai une question pour monsieur Fleury-Michon. Vous avez dit ça nous a... Monsieur, non, alors c'est la 5e génération, non, mais en fait il s'appelle ni Fleury ni Michon, Grégoire Gonor. D'accord, pardon. J'ai quand même une question pour vous. Vous avez dit tout à l'heure, ça nous a coûté 3 millions d'euros de refaire la reformulation de Surimi. On sait la volonté des entreprises de faire bien, de faire mieux, etc. Mais il y a aussi à un moment donné des gens qui vous disent combien ça coûte et combien ça rapporte, comment vous avez réussi à les convaincre et pourquoi vous avez voulu faire ça? Parce qu'effectivement, c'est un acte de foi. Et alors, ça a trait aussi à qui dirige l'entreprise et quel est le projet d'entreprise. À un moment donné, c'est vrai que l'entreprise change de main tous les 7 ans. Quand il n'y a pas de projet long terme, c'est difficile de prendre une décision comme ça. Un fonds d'investissement qui aurait investi dans Fleury-Michon ne l'aurait clairement pas fait. Nous, et c'est une conviction partagée avec tout le monde dans l'entreprise, les dirigeants, mais aussi les actionnaires et aussi les salariés, notre combat, c'est d'aider les hommes à manger bien chaque jour. Et donc, il y a des choses où on est obligé. À un moment donné, ça fait 26 ans, par exemple, qu'on travaille avec Joël Robuchon pour améliorer tous nos formulations de produits, nos process alimentaires. Et dès qu'il est arrivé, à l'époque, il y a prescription, on utilisait des adjuvants de fabrication pour faciliter les fabrications. Et il a dit, mais arrêtez, avant la pharmacie, c'est fini. Et donc, on a supprimé tous les adjuvants de fabrication de nos produits. Et notre jambon, on le fait avec du bouillon, par exemple, on utilise plus que font certains. Pour des questions d'économie, des questions de rapidité, etc. Sur le surimi, on butait.
hein, il y avait encore des ingrédients, le glutamate, ça nous embêtait, et à un moment donné, les dernières marges, ça coûtait 3 millions. Parce que, à un moment donné, pour le même poids de poisson, avec glutamate, il y avait moins d'eau dans le poisson, hein, donc ça coûtait plus cher. On a pris la décision de le faire avec un acte de foi en se disant que on va réussir. On n'a pas eu de calcul économique, on n'a pas fait de calcul. Je me souviens très bien de cette journée. Hein, ça a été décidé très rapidement parce que tout le monde, le responsable, la chef de produit, Surimi, les dirigeants étaient là. Et on s'est dit, il faut le faire, parce que c'est le sens de l'histoire. Hein, et demain, on ne peut pas faire... Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, on a réussi, grâce à ce que vous disiez, au travail avec les partenaires, à trouver des façons d'abaisser les coûts après. Donc c'est nous qui avons porté le risque la première fois. Et puis après, on a travaillé avec les partenaires, les pêcheurs qui sont sur Trident, hein, qui est notre partenaire qui fait de la pêche MSC, j'ai oublié de le dire, hein, c'est pêche durable, on ne racle pas les fonds des océans, etc. Et en fait, on s'est dit, c'est quand même bon, ok, on prend sur nous le surcoût, de la même façon qu'avec les éleveurs, on prend sur nous le surcoût quand on leur donne une prime, et on ne répercute pas l'intégralité du surcoût dans notre tarif. On prend le risque sur nous, à un moment donné. Mais on a confiance que, dans le temps, avec nos partenaires, on va trouver des solutions pour retrouver l'investissement de départ. Et dans le Surimi, par exemple, tout de suite, on s'est dit, écoutez, ça coûte plus cher, donc il faut qu'on trouve des solutions pour, tout en n'utilisant pas de glutamate, retrouver quand même... et en fait, ils ont innové. Ils ont trouvé des nouvelles façons de faire les cycles de pêche pour qu'il y ait moins de stock. Enfin, on a trouvé des solutions pour, pas récupérer totalement, mais une grande partie de l'investissement. Et de la même façon que sur les nouvelles filières, donc filière GEM, hein, on a pris un pari. Hein, on a dit, c'est plus possible, on fait déjà du bio, on fait du label rouge, on fait du bleu blanc cœur, mais ça ne va pas aussi loin qu'on aimerait aller. Donc on va prendre nos propres, avec un partenaire, une coopérative avec plusieurs dizaines d'éleveurs qui sont les plus motivés au départ. Il faut qu'on montre qu'un modèle est possible, nouveau. On prend le risque à notre place, sur nous, et on a confiance que demain, vous abaisserez les coûts, on trouvera de façon intelligente de faire que demain, au-delà du porc nourri sans OGM et sans antibiotiques, on ira plus loin demain. Et on va le faire, et c'est avec les gens les plus cons. Et honnêtement, ces innovations, pour récupérer l'investissement, elles sont possibles, mais ça suppose un travail étroit avec les fournisseurs. Hein, c'est un acte de foi. Oui, je vous rappelle que Fleury Michon est une entreprise indépendante et familiale. Ça change considérablement, à mon avis, la capacité à prendre ce genre de décision. Monsieur, je suppose que votre question, je ne sais pas pourquoi, va être pour mon voisin de gauche. Non, pas spécialement. Je voulais juste revenir sur ce que vous avez sous-tendu dans votre discours en disant qu'il pouvait y avoir des carences alimentaires pour les régimes végétariens, ce qui est faux, puisqu'un végétarien n'a pas de carence alimentaire. Et on a des pays qui le prouvent, comme l'Inde, où on a 300 millions de végétariens. Donc ça, c'est un pur mensonge de véhiculer ce genre d'informations. Il n'y a pas de carence alimentaire non plus chez les végétaliens. Je suis végétalien, je suis en pleine forme. Excusez-moi, il y a un quiproquo. Je n'ai pas dit que les végétariens avaient des carences. Je dis qu'effectivement, une alimentation non équilibrée à base de légumes et de fruits, si elle ne comporte pas un certain nombre de légumineuses, protéagineux, etc., peut être carencée. Effectivement, notamment, les Indiens mangent beaucoup de lentilles, dans lesquelles on trouve pas mal de nutriments intéressants. Tout à fait. Mais au même titre que tout régime alimentaire, à partir du moment où il n'est pas équilibré, une personne qui va se nourrir d'un seul aliment, forcément, aura des carences. Du coup, si c'est un quiproquo, vous avez une question ? Oui, j'ai une question. Ouais. Voilà. C'était juste pour faire cette petite précision. J'ai une question pour monsieur Grégoire Gonor. Fleury Michon. Vous avez beaucoup parlé de transparence et je pense que c'est une valeur qui est vraiment très ancrée dans votre société. Et moi, j'aimerais que vous vous engagiez aujourd'hui publiquement, ici, pendant cette conférence, à ouvrir en fait à ouvrir au public toutes les différentes parties de votre filière, c'est-à-dire les producteurs et donc les hangars où les porcs sont dans des zones concentrationnaires, à publier la liste exhaustive de tous les antibiotiques qui sont donnés aux animaux pour les prémunir de toutes les maladies qu'ils peuvent avoir dans des espaces concentrationnaires, que vous vous engagiez à ouvrir tous les abattoirs dans lesquels vous vous fournissez. Je ne suis pas sûr qu'on trouve beaucoup de gens pour y aller, mais on peut toujours essayer. Pour montrer la réalité en fait, de ce qu'est l'abattage aujourd'hui et de la réalité de ce que les gens mangent ensuite dans leur assiette, et de montrer ensuite tout le process que vous mettez en place pour fabriquer vos produits rose fluo qu'on trouve dans les supermarchés. Ok, la question du coup c'est comment est-ce que la démarche...
Si je me permets de la reformuler, la question c'est comment la démarche de transparence elle est évoquée sur le surimi s'applique potentiellement demain au jambon sur l'ensemble de la chaîne. Ouais, la démarche, c'est est-ce que vous vous engagez aujourd'hui dans cette transparence-là? On a bien compris la question. Si on peut juste laisser Grégoire répondre, merci bien. D'abord, quand vous parlez d'univers concentrationnaire, faites-moi la grâce de ne pas trop faire non plus parallèle avec ce à quoi on pense aussi. Hein, on n'est quand même pas dans un... Moi, je fais un parallèle avec rien du tout. Le bien-être animal est une préoccupation. La sémantique, hein, si la concentration, c'est juste de la population. Laissez M. Gonor répondre, s'il vous plaît, merci. Aujourd'hui, nous, on Fleury-Michon, c'est une marque qui est connue. Hein, clairement, on prend des engagements de progrès et de faire progresser les choses. Vous devez comprendre une chose, c'est que même si on est une marque consommée par beaucoup de personnes, on ne représente que 4% des achats de porc en France. C'est-à-dire que on ne peut pas tout seul tout changer. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est créer des modèles vertueux qui vont donner envie à d'autres acteurs d'être plus vertueux et d'aller vers des modèles plus durables, plus respectueux, bien-être animal. Hein. C'est l'enjeu de cette nouvelle filière qu'on vient de créer, filière GEM. Moi, je suis très confiant dans le fait que cette nouvelle filière, on commence par deux premiers engagements. Saint-Grégoire, c'est la filière sans antibiotiques et sans OGM que vous évoquiez tout à l'heure. Je suis très confiant que c'est le début d'un processus où on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Notre premier cahier des charges, il commence par ces deux choses. Les sans antibiotiques, d'abord, pour l'instant, ils commencent après le sevrage. Je suis très confiant parce que certains des éleveurs qui sont engagés ont déjà des solutions pour le faire dès la naissance. Hein. On va y arriver. Hein. De la même façon, je suis confiant dans le fait qu'on pourrait aller beaucoup plus loin dans d'autres engagements. Hein. Mais laissez-nous le temps de bâtir le système et de l'étendre. Hein. Et sachez juste une chose sur la transparence. J'ai demandé à mes dirigeants que la transparence se fasse sur tous nos produits d'ici 10 ans. Donc, on va dans cette direction. Il faut transformer toutes les habitudes. On n'a pas de baguette magique pour changer les choses immédiatement, mais on va être acteur de progrès et le levain qui font changer les choses. Voilà. Juste, et ce sera mon dernier mot. Non, je suis désolé, monsieur. On a une autre question, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Très court, juste. Non. Là, quand je dis non, sur le bien-être. Non, il y a d'autres questions. C'est de tuer une manifestation. Merci bien. Une question là-bas, monsieur, s'il vous plaît. C'est pas forcément une question, c'est pour répondre justement à ce monsieur, et j'ai oublié le nom du monsieur Fleury-Michon. C'est ici un jeune paysan breton qui fait du cochon, qui est inscrit dans la filière qu'évoquait le monsieur, donc sans antibiotiques et tout le reste. Parce que derrière, c'est sympa là d'être à Paris, on discute, mais derrière, il faut agir. Et ceux qui agissent vraiment, c'est ceux qui vous nourrissent. Et sachez qu'ils sont passionnés et qui travaillent dur pour vous nourrir. Donc ça fait mal d'entendre ça. Merci beaucoup. J'ai promis qu'on allait libérer la salle à l'heure. En théorie, c'est l'heure. Donc, sauf si vous avez une question super rapide à laquelle un intervenant est capable de répondre super rapidement. Allez-y. C'est la chance de votre vie, là, sur ce coup. Ça marche ? Ouais. En fait, c'est pas une question. J'ai du mal à voir comment on peut parler de passion quand il y a meurtre. En fait. Voilà. On va lever le débat. Je suis désolée, mais j'ai promis de libérer la salle à l'heure. Et je sais qu'on a eu une question d'une femme. Merci beaucoup à vous de votre engagement sur ce sujet et merci à nos intervenants.